Pour moi, je pense que c'est une stratégie que Sassou Nguesso le mène dans tous les domaines. Il n'y a pas que les hôpitaux, il y a l'université. Voilà. Aucun secteur au Congo aujourd'hui est pionnier. Même le pétrole. On est incapable aujourd'hui d'avoir de l'essence, du gasoil au Congo. C'est le Canada qui a une petite colonie que nous pouvions occuper, que Madame avait refusé d'occuper parce que, sachant que c'est très riche, les Angolais étant également là, la République démocratique était le Zaïre avant, ont la frontière avec le Canada. Mwabi, visionnaire, se dit, écoute, si j'occupe le Canada, ça va déstabiliser le Congo parce que les flecs sont, ils sont. Voilà. Il dit non, je participe à l'indépendance de l'Angola, mais je n'occupe pas le cabinet. Mais là, on avait des moyens puisque nous avions des Cubains qui étaient à Pointe-Noire, vers le quartier de l'aéroport, la base. Aujourd'hui, j'ai des amis qui vont régulièrement au cabinet. Le cabinet est plus développé actuellement que Pointe-Noire. Pointe-Noire, il n'y a plus rien. Donc, pour te dire ceci que c'est une volonté politique. Si Sassou Nguesso veut redresser les hôpitaux. Moi, j'ai fait mes études au Congo. Quand j'étais interne, nous avions tout au CHU. On avait tout. On avait des antibiotiques, tous les médicaments que nous voulions. On avait une pharmacie qui était fournie. Aujourd'hui, les pharmacies au Congo sont vides. Il n'y a même pas de seringue, il n'y a même pas d'aiguille, il n'y a même pas d'alcool. Il n'y a même pas des antipaludistes. Donc, le malade doit venir avec ses seringues, avec ses sérums physiologiques. C'est fait exprès. Le CH n'est qu'une coquille vide. Aucun plateau technique, aucun service de pointe. Je ne sais même pas comment ils arrivent à former des médecins dans un pays où il n'y a aucun plateau technique pour former des médecins. Milliards, 2 milliards de francs CFA pour des évacuations sanitaires à l'étranger. Généralement, cela bénéficie aux dignitaires de ce pouvoir. Dans le même temps, vous étiez en train d'expliquer qu'on se retrouve avec les hôpitaux au CHU, vous avez donné des exemples, où vous avez parfois des médecins dans les bureaux, à la place de la porte, on a mis voilà, un rideau, parce que tout ça, probablement qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez voilà, des services où vous n'avez pas de lit, vous avez dit tout à l'heure, le service de la psychiatrie, il n'y a pas de lit. Après, on va chercher à comprendre quel type de lit, en fait. Et lorsque vous avez ce tableau, c'est-à-dire d'un côté un régime qui peut dépenser 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est pour quelques individus de ce système-là qui vont se soigner à l'étranger. À l'hôtel américain. La nuitée est à 20 000 euros par jour. À côté, nous avons des hôpitaux qui n'ont pas de matériel médical, où le personnel, comme on l'a dit tout à l'heure, est obligé d'aller en grève pour demander voilà, le paiement, pour exiger le paiement de leur salaire. Je voulais comprendre avec vous, lorsque les médecins, par exemple, se retrouvent dans un tel état, un médecin qui n'a pas son salaire, qui n'a pas le matériel médical, ben, qui travaille dans des conditions telles que vous venez de les décrire, quelles pourraient être les conséquences, en fait, pour les patients? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RCT. Merci de suivre ce tout autre numéro de Zoom sur le Congo qui va porter sur la santé. J'ai donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Jean-Didier Descous-Montou, médecin psychiatre des hôpitaux de France, de Navarre, Belgique, Suisse, Luxembourg et du Congo-Brazzaville, qui va tenter de répondre à une de nos préoccupations, celle de savoir si la dégradation avancée du système de santé au Congo-Brazzaville est le résultat d'une crise économique et financière persistante ou une stratégie politique délibérée d'extermination visant à un remplacement démographique massif. Bonjour Jean-Didier Descous.
Bonjour, Monsieur Christian, merci de me recevoir. C'est une première fois avec vous. Quel plaisir de vous avoir en ligne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis des décennies, les hôpitaux congolais, en plus de manquer de matériel médical, sont régulièrement paralysés par des grèves pour des revendications salariales. Le personnel de santé accuse plusieurs mois d'arriérés de salaire impayés. Les grèves répétées dans les hôpitaux publics de Brazzaville inquiètent de plus en plus la population qui éprouve des difficultés à accéder aux services de santé à moindre coût, surtout pour les cas graves nécessitant des spécialités médicales. Les acteurs de la société civile considèrent que les droits des patients à la santé et aux soins sont bafoués et appellent au respect des droits salariaux des travailleurs de la santé. Aujourd'hui, les familles ont du mal à accéder aux soins de santé. Quand il y a grève, ce sont des patients qui subissent parce que les familles congolaises, en grande majorité, ce sont des familles pauvres. Donc, aller dans des structures privées, ça demande énormément de moyens et il y a des familles qui ne peuvent pas se le permettre. À l'heure où je vous parle, nous sommes en contact avec certains malades qui aujourd'hui n'ont pas d'assistance. Le droit à la vie est bafoué au Congo parce que les solutions ne sont pas trouvées. Le CHU et d'autres centres, aussi bien à Pointe-Noire, ont ce fameux problème où les travailleurs dénoncent les conditions de travail, dénoncent les conditions de rémunération, et cela n'est pas trouvé. Alors, à quoi servent les dirigeants publics si ce n'est à résoudre les problèmes de la société? Paradoxalement, le pays est pourtant très riche en pétrole, bois minerais, gaz, dit que fait, pour ne citer que ses ressources économiques, et compte à peine 6 millions d'habitants. Ce paradoxe interroge sur la situation actuelle du Congo-Brazzaville, sévie par une crise multidimensionnelle. Vous vous souvenez, docteur Descous, plus de 115 milliards de francs CFA ont été investis dans un projet visant à construire 12 hôpitaux généraux à travers le pays. Les travaux lancés en février 2014 pour une durée prévue de 3 ans n'ont abouti qu'à la livraison de 2 ou 3 hôpitaux 12 ans plus tard, tandis que d'autres chantiers sont restés inachevés et abandonnés dans l'herbe. Alors, il convient de rappeler aussi qu'entre 2008 et 2014, le Congo a bénéficié d'une embellie financière avec des excédents budgétaires atteignant plus de 14 000 milliards de francs CFA, c'est quand même 26 milliards de dollars américains, soit 7 ans budgétaires du Congo. Ces fonds ont mystérieusement disparu, sans que personne ne soit interpellé, ni l'ouverture d'une information judiciaire. La question légitime à se poser désormais sur l'état des hôpitaux au Congo-Brazzaville est de savoir s'il résulte, comme je le disais tout à l'heure, vraiment de la crise économique, financière, économique, ou c'est simplement une volonté manifeste, j'allais dire une politique, une stratégie politique du régime Sassou de priver les Congolais de soins adéquats, où on parlerait d'un plan subtil d'extermination de masse pour un remplacement démographique massif. Merci, Monsieur Christian, pour votre question. Tout d'abord, disons que les gens qui souffrent d'abord les premiers, ce sont eux-mêmes les ressortissants du Nord. Qu'est-ce que nous constatons de Denis Sassou Nguesso? Ben, nous sommes dans un système où les ressortissants du Sud, c'est des gens qui travaillent. Moi, je suis quelqu'un de la Bouéza, le Grand Niaré, si tu veux bien. Nous avons la culture de la terre, nous savons comment aller planter le maïs, les tubercules, tout ce que tu sais, ce qui en suit. Au nord, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent Denis Sassou Nguesso à Oyo, qui vient leur distribuer l'argent du contribuable congolais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent attendre Denis venir à Oyo pour danser leur danse folklorique, pour leur donner des billets de 2 000, de 5 000. Voilà. Ceux qui souffrent les premiers, ce n'est pas les populations du Sud, parce que nous arrivons à nous débrouiller. Ceux du Nord, ils sont censés vouloir bénéficier du système Sassou Nguesso, ce sont eux qui souffrent plus que nous, parce qu'ils sont paresseux, disons-le. Bon, La paresse peut-être fait pas que tous, hein, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui sont vraiment... ceux de la Likwala, ceux de, qu'on appelle ça de la Sangha, ce sont des gens qui travaillent. Prenons la cuvette ouest, donc prenons Oando, Edou, Oyo, Sassou et Dedou. Il s'est déporté à Oyo parce que la Lima passe par Oyo.
Donc, c'est des gens que je connais. J'étais dans le système. C'est des gens qui sont là, qui n'aiment pas trop le travail. Je vous prends un exemple. J'ai mon frère qui a été directeur de Louboulou. Louboulou, c'est un ranch qui est entre la Bouenza et la Likoumou. Il a fait ses études en Roumanie. Il rentre, il est directeur du ranch de Louboulou. Il a près de, disons, entre 10 000 20 000 têtes de bœuf. Ça soutue Louboulou, il récupère les bœufs, il amène à Oyo pour son ranch à lui. Bon, Ah bon, mais quelqu'un me disait que ces bœufs à lui venaient du Brésil, non? une partie venait du Brésil, une grande partie venait des ranchs qui se trouvaient dans la Bouenza, dans le Niari, notamment à Louboulou. Quand vous prenez la Comiloc pour aller vers, comment on appelle, vers Moussenjo, il y avait un ranch qui était là, j'oublie le nom. Il a tout récupéré. C'est un de mes grands frères qui avait pensé à ça. Il a fermé toutes les ranches, il ramène les bœufs à Oyo. Donc, moi, je partais passer mes vacances chez mon grand frère, M. Basoukissa Jean-Marie, qui était directeur du ranch de Louboulou. Nous arrivons, directeur structuré, Sassou 1, nous sommes à Sassou 1. Il avait, comme on appelle ça, ses travailleurs, il était véhiculé, il avait ses têtes de bœuf, il les vendait. Voilà, donc le système marchait. Sassou Sam à Sassou 1. Bon, moi, j'ai fait mes études au Congo. Euh, j'ai obtenu mon diplôme de médecine générale. L'Issouba est arrivé au pouvoir. Je constate que ceux qui entourent l'Issouba n'ont pas la maîtrise du pouvoir. Ben, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, je vais chercher ma vie ailleurs. Je ne suis pas fonctionnaire, je me débrouille. Je dis, écoute, je vais aller quand même en France, aller voir ce qui se passe. Je voyage avec deux de mes professeurs, le professeur Massengo et le docteur Bouillou, qui a été mon directeur de thèse. Il me dit de coups, mais qu'est-ce qu'il va faire en France? Mais je dis, mais je vais pour aller voilà, voir comment ça se passe en France, la médecine. Il me dit, voilà, mais c'est dur en France. Je dis, non, mais vous n'avez pas, vous n'êtes pas sûr de l'étudiant que vous avez formé, des médecins que vous avez formés. Entre-temps, je m'inscris à la faculté de Tours et à la faculté de médecine de Montpellier. J'ai atterri en France, ma soeur vient de me chercher. Elle habite Orléans avec mon oncle. Directement, je me retrouve à Orléans. Bon, dans notre coutume, un garçon ne peut pas vivre chez une sœur. Donc, j'atterris chez ma sœur un samedi. Le dimanche, je lui dis, mais je dois aller à Montpellier. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas aller faire à Montpellier? Je ne pouvais pas lui dire que voilà, je vais pour aller faire des études. Ça me gênait de rester chez ma sœur. Ben, je dis, voilà, je veux revoir mes amis qui étaient venus avec moi, le docteur Nziou, qui est rééducateur, et le docteur Stémani, qui est chef de service, dirais-je, de néphrologie à l'hôpital dans les environs de Saint-Étienne. Bon, tous, au moins en France, nous avons occupé des postes qu'on appelle de chef de service. Moi, d'autant plus que j'ai été chef de service 2 ou 3 fois. Mais enfin, tu ne gagnes pas grand-chose. Tu as un service à diriger, ben, tu as un personnel qui est là, donc tu dois pouvoir animer ton service et avoir des projets pour s'en servir. Donc, venons à ta question concernant euh, Évidemment, je vous posais la la... question tout à l'heure, vu la dégradation, évidemment, du système de santé au Congo, des hôpitaux, est-ce qu'on peut penser que c'est le résultat de la crise économique et financière qui persiste ou c'est une stratégie délibérée, comme je l'ai dit, du pouvoir de Brazzaville à refuser la santé aux Congolais? Bon, d'aucuns pensent que c'est une stratégie politique pour, disons, d'extermination, pour un grand remplacement, voilà, de la population congolaise. Le ministre de la Santé, c'est un aîné de l'INSA, Monsieur Jean-Roger Ibarra. Son directeur de cabinet, c'est un ami de Nassem Moukassa. Donc, je suis de bien non au ministère de la Santé et de la Population. Rosaire rentre de Lille, spécialiste en gastro-hépatologie. Le Nassem Moukassa est d'une promotion avant moi que je rattrape en 82. Professeur anatomopathologiste. Donc, c'est Rosaire qui est donc le parrain du professeur Moukassa, qui est son directeur de cabinet, pour l'agrégation pour le CAMES. Voilà, je suis bien dans le ministère de la Santé et de la Population. Je pense pour moi
c'est une volonté d'exterminer la population congolaise. Vous l'aviez dit vous-même que Denis Sassou Nguesso lance un projet pour l'hôpital dans chaque département. 12 hôpitaux, oui. Voilà, il en termine 3. Celui de Ndiri, celui de Patra, un autre, je ne sais pas d'où, vers Ouesso, je pense, si je ne me trompe pas. Il se rend dans la Ouenza avant les élections présidentielles. Il constate que le chantier mené vers Madingo Nkayi est dans les herbes. Il le reconnaît que voilà, c'est un chantier abandonné. À Madingo, sur le trajet du stade vers le centre de la ville, j'avais arrêté mon cortège parce que je passais à côté de l'hôpital général en construction et j'ai constaté que l'hôpital général en construction était dans la brousse. Dans la brousse. Et quand je suis à Brazzaville, je regarde la situation de ces chantiers. Nous avons lancé pour le pays 12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Et nous avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA. Entre-temps, il se fait élire par la tricherie, voilà, comme on le sait, d'un énième mandat électoral. Qu'est-ce qu'il dit? Lui-même, il le dit, je le cite, voilà, j'ai laissé ce chantier dans les herbes, et voilà, nous devons le terminer. Une fois élu, ces promesses n'ont jamais été respectées, nous le savions. Denis Sassou Nguesso ne fait que répéter ces promesses qu'il n'a jamais réalisées. Toutes ces promesses sur le chemin de fer, les promesses tenues, rien n'est respecté. Il tient son gibier, comme eux me le disent, nous avons tenu le gibier, il faut manger le gibier et le lait. Donc, ils vendent donc le gibier et le lait. Ben, il va régulièrement à Oyo, il nous a construit son aéroport, comment dirais-je, à Colombo. Il est pratiquement à 10-15 minutes de Oyo. Tous ces dignitaires, les anciens ministres, les vice-présidents, tout ce monde-là, ils atterrissent à Oyo, au vu aussi de personne. Il a déplacé la capitale, Brazzaville, à Oyo, il reçoit tout le monde. Nous ne sommes pas au courant. Bon, heureusement que nous avons des images. Ce que j'aime chez ça, c'est qu'il ne cache pas sa conduite kleptomaniaque. Il le dit même lui-même qu'il y a le verre dans le fruit, dans lui-même. Et le premier grand voleur, parce que Sassou Nguesso est le premier milliardaire, comme on le sait, de notre pays. Quand vous allez sur l'intelligence artificielle, vous allez sur Google, quand vous citez quels sont les milliardaires congolais, Denis Sassou Nguesso est le premier milliardaire. Mais Denis Sassou Nguesso, quand il rentre au Congo, je cite le feu Bopaka Peinture qui dit que moi, on les a vu rentrer. Il était locataire de qui? De Jacques Okoko. Il n'avait jamais payé son loyer. Il fallait attendre l'assassinat de Marine Wabi et le procès que vous connaissez qui s'ensuit après l'assassinat de Marine Wabi. Et Jacques Okoko dit voilà, il fallait que je sois le commissaire de gouvernement pour que ça se paye ce qu'il me devait. Donc, il n'avait jamais payé son loyer. Ça, ce n'est pas né d'une famille riche. Il est né d'une famille pauvre. Et pendant que vous le dites, pardon, docteur, c'est juste, bon, enfin, quelqu'un m'a dit, hein, et puis un autre a confirmé, parce que c'est deux personnes différentes, qui m'ont parlé de la situation de Sassou Nguesso lorsqu'il était encore militaire, hein, avant qu'il n'occupe les postes de ministre de la Défense et autres. Il partait toujours prendre des prêts, ce sont les amis qui l'aidaient à survivre. Bref. C'est des choses à vérifier, mais ceux qui m'ont parlé de cela, c'est pas les moindres, c'est des gens qui connaissent très bien Denis Sassou Nguesso, là où il a vécu, dans le quartier où il a vécu. Les gens l'ont connu. Il n'arrivait pas à gérer son salaire. Il avait toujours des problèmes avec ça. Son salaire terminait 5 jours, sinon après avoir perçu le salaire, ou 10 jours après avoir perçu le salaire. Donc il avait toujours ce petit problème-là de gestion même de son salaire. Nous avons eu la chance de suivre la conférence nationale de 91.
il y a eu un déballage de Sassou Nguesso. Euh, je me rappelle, mon père me dit que voilà, ça va être compliqué pour Nguesso. Ben, Nguesso ne s'est jamais déplacé à la conférence nationale. Il avait le droit de venir se déplacer. Il a suivi toute la conférence nationale. Monseigneur Kombo, qui était le président de la conférence nationale, négocie avec Moukoko, qui était le chef d'état-major. Il y a un deal. Il ne fallait pas entendre Sassou, Madame Sassou, Céline Ngouabi. Il était prêt à refaire un coup d'État. Monseigneur Kombo a du mal à contenir ses troupes, sachant que la population du Poul avait plus des associations, des fondations. Donc, pendant la conférence nationale, ils se retrouvent nombreux. Monsieur Pascal Lissouba fait le déplacement pour la conférence nationale. Nous attendons qui d'autre? Paul Kaya, qui n'est jamais venu. Kodela est là, Mino est là, tout le monde se retrouve là. La parole était libre pour tout le monde. J'ai suivi toute la conférence nationale, Monsieur Kaya. J'avais terminé, comment dirais-je, les cliniques, et donc j'étais là, j'ai même enregistré toute la conférence nationale. Tout le monde enregistrait, nous avons suivi. C'était pour moi un moment de ma vie qui me faisait basculer de la dictature à la fameuse entrée en démocratie dont M. Pascal Lissouba n'avait pas compris. Nous étions encore pas en démocratie, nous étions en train de balbutier dans un système démocratique. Pour moi, je pense que c'est une stratégie que Sassou Nguesso le mène dans tous les domaines. Il n'y a pas que les hôpitaux, il y a l'université. Voilà. Aucun secteur au Congo aujourd'hui est pionnier, même le pétrole. On est incapable aujourd'hui d'avoir de l'essence, du gasoil au Congo. C'est le Kabila qui a une petite colonie que nous pouvions occuper, que Madame Gabi avait refusé d'occuper parce que, sachant que c'est très riche, les Angolais étant également là, la République démocratique était le Zaïre avant, ont la frontière avec le Kabila. Mwabi, visionnaire, se dit, écoute, si j'occupe le Kabila, ça va déstabiliser le Congo parce que les flex, ils sont. Voilà. Il dit non, je participe à l'indépendance de l'Angola, mais je n'occupe pas le Kabila. Mais là, on avait des moyens puisque nous avions des Cubains qui étaient à Pointe-Noire, vers le quartier de l'aéroport, la base. Aujourd'hui, j'ai des amis qui vont régulièrement au Cabinda. Le Cabinda est plus développé actuellement que Pointe-Noire. Pointe-Noire, il n'y a plus rien. Donc, pour te dire ceci que c'est une volonté politique. Si Sassou Nguesso veut redresser les hôpitaux. Moi, j'ai fait mes études au Congo. Quand j'étais interne, nous avions tout au CHU. On avait tout. On avait des antibiotiques, tous les médicaments que nous voulions. On avait une pharmacie qui était fournie. Aujourd'hui, les pharmacies au Congo sont vides. Il n'y a même pas de seringue, il n'y a même pas d'aiguille, il n'y a même pas d'alcool. Il n'y a même pas des antipaludistes. Donc, le malade doit venir avec ses seringues, avec ses sérums physiologiques. C'est fait exprès. Le CH n'est qu'une coquille vide. Aucun plateau technique, aucun service de pointe. Je ne sais même pas comment ils arrivent à former des médecins dans un pays où il n'y a aucun plateau technique pour former des médecins. Nous avons bénéficié, nous, quand nous étions internes, d'un bon plateau technique. Nous avions des professeurs comme Jean Tilini, pas mal de gens qui venaient nous enseigner. Aujourd'hui, nous avons que des médiocres professeurs du CAMES qui enseignent au Congo. Et qui sont les étudiants au niveau de la faculté de la médecine, dont un des mécaniciens qui est actuellement le doyen, un certain Atipo Ibarra, qu'on appelle Cobra. Il a pu former 3 médecins dans ses enfants, dont un qui est professeur. Son épouse est professeur, agrégé, titulaire, lui-même est professeur agrégé titulaire. Il a 3 enfants qui sont médecins. Cobra, c'est un parent de Victoire Dampro. Donc, pour ne pas parler Oui, comme mais vous le pardon, disiez. docteur Jean-Didier Decous, vous dites
Bon, enfin, pour vous, c'est une stratégie, comme on l'a dit tout à l'heure, d'extermination d'un peuple pour le remplacer. Et pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso le ferait-il? Il nous a construit un hôpital à Oyo qu'on appelle l'hôpital Lucie Edith Sassou Nguesso, Lucie Edith Bongo Ondimba. Il construit cet hôpital qui a un plateau technique. Aucun médecin ne veut pas aller travailler là-bas. Et ceux qui vont travailler là-bas n'ont pas leur salaire. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai des amis dont le docteur, il est radiologue, je me souviens de son nom, Diamandana, qui quitte la France pour aller exercer au Congo à cet hôpital-là. Radiologue, je dirais même que c'est lui qui continue à lire les IRM et les scanners en étant en France. Il suffit de lui envoyer le lien, tout ça là. Il fait la lecture et voilà. Il rentre au Congo pour aller servir son pays qui nous a tous donné la bourse. Nous sommes redevables du Congo. Moi, personnellement, j'ai eu ma bourse jusqu'à ce que j'ai terminé l'étude. Pourquoi je n'irais pas, moi, former des jeunes psychiatres, des jeunes médecins dans mon pays? Le docteur Jonathan, c'est mon interne. Je les forme. C'est un grand psychiatre. Il est de la RDC. C'est un cousin, moi. Je peux te dire que je suis fier de moi d'avoir formé ce genre de personnes. Et au Congo, nous avons aucun lit de psychiatrie, M. Perrin. Donc, le CHU, dont le professeur Mwanga, qui est le chef de service de psychiatrie, n'a aucun lit au CHU. Bon, c'est une clinique qui vient d'ouvrir à Pointe-Noire, en Goyo, qui nous offre quelques lits de psychiatrie. Nous en avons une C'est-à-dire, quinzaine de vous êtes en lits. train de dire Donc, que, moi, pardon, vous disiez que au CHU, le centre universitaire hospitalier de Brazzaville, n'a pas de service de psychiatrie, c'est ça? non, il y a un service de psychiatrie, mais aucun lit. Aucun lit. Ce qu'on appelle aucun lit, aucun lit. Donc, ils font que ce qu'on appelle des consultations ambulatoires. Aucun malade hospitalisé, il n'y a que des observations de jour. Après, comment dirais-je, la guerre de octobre que Sassou avait gagnée, ils ont volé tous les Vous lits. voulez parler du coup d'État, Donc, car. le CH, bon, le coup d'État, Sassou n'a jamais remis aucun lit dans le service de psychiatrie. Donc, dans toute la République du Congo, nous n'avons aucun lit de psychiatrie. Il faut le souligner. Alors, je suis psychiatre, mais qu'est-ce que je fais ici en France? Ici en France, le système fait que tous les patients qui souffrent des pathologies chroniques, dans la schizophrénie, des troubles bipolaires, ben, ils sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et quand ils peuvent pas travailler, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé. Ça leur fait à peu près 1100 euros. Donc, ils ont de quoi, d'autant plus que quand ils sont hospitalisés, ils n'ont rien à payer. Certains membres ont même plus les sous que nous payons des impôts et ils ne paient pas des impôts. Au Congo, quand tu es hospitalisé, quand tu as des pathologies psychiatriques, le pays ne te vient pas en aide. C'est la famille. J'en suis des patients, je suis psychiatre. Nous avions un psychiatre à Pointe-Noire qu'on appelle le docteur Matélémo, qui est psychiatre à Affiché. Nous en avons le professeur Mwanga, qui est le chef de service de psychiatrie. Mwanga a fait la neurologie et la psychiatrie. Donc, il est chef de service en psychiatrie. Oui, mais Et le docteur professeur Jean-Didier Mwanga n'a Debouche, aucun... pardon, docteur, est-ce qu'on peut revenir sur ce que, lorsque vous observez ce système, le système de santé au Congo-Brazzaville, avec ces hôpitaux qui manquent de matériel médical, nous l'avons dit tout à l'heure, où le personnel est obligé de faire grève pour être payé, déjà on comprend un peu l'état d'esprit dans lequel se trouve ce personnel face aux patients qui arrivent envers eux. Lorsque vous analysez ce système, à quoi ça vous fait penser? Ben écoute, moi j'ai connu un Congo que j'ai quitté où j'étais fier de ce pays-là. Je laisse le Congo en 92 et aujourd'hui, vous arrivez à un système, vous arrivez au Congo, j'y vais quand même au CHU.
je vais dans le service, par exemple, du professeur Itagampo. Vous avez des lits sans matelas. Ce sont les infirmiers qui prennent les matelas, qui cachent. Quand un patient arrive, il vous sort une lame de matelas sans même qu'il y ait un drap. Vous avez des bureaux, des professeurs qui n'ont même pas de porte. C'est des draps de lit qui sont devenus des portes. Donc, n'importe qui a accès euh, aux informations médicales des patients. Comment peut-on expliquer dans un pays comme le Congo, aussi riche, dont je rectifie, quand vous dites que nous sommes 6 millions, non, nous ne sommes pas 6 millions, nous sommes moins de 6 millions. Je dirais plutôt que nous sommes 4 millions, Bon, moi, les avec chiffres, des les étrangers. statistiques officielles disent que c'est 6 millions, on peut le Ben, considérer comme ça. mais ils ont fait quoi comme recensement, monsieur Perrin? Il faut dire que nous sommes 6 millions. Je sors d'une veillée hier. Vous savez combien les Congolais qui quittent le Congo pour venir en France? Même ceux qui ont 60 ans veulent partir du Congo. Personne ne veut rester au Congo. Ah Tout le bon? monde veut quitter ce pays. Donc vous-même, vous avez quitté ce pays. Tout le monde veut quitter le Qui Congo. veut au Docteur, Congo? je vais revenir sur un autre aspect là. Bon, nous savons que, je ne sais pas si vous êtes informé, nous sommes tombés sur un rapport qui révèle que le Congo, Brazzaville, décaisserait plus de 2 000 milliards. 2 000 milliards de francs CFA pour des évacuations sanitaires à l'étranger. Généralement, cela bénéficie aux dignitaires de ce pouvoir. Dans le même temps, vous étiez en train d'expliquer qu'on se retrouve avec les hôpitaux, au CHU, vous avez donné des exemples, où vous avez parfois des médecins dans les bureaux, à la place de la porte, on a mis voilà, un rideau, parce que tout ça, probablement qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez voilà, des services où vous n'avez pas de lit, vous avez dit tout à l'heure, le service de la psychiatrie, il n'y a pas de lit. Après, on va chercher à comprendre quel type de lit, en fait. Et lorsque vous avez ce tableau, c'est-à-dire d'un côté un régime qui peut dépenser 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est pour quelques individus de ce système-là qui vont se soigner à l'étranger. À côté, nous avons des hôpitaux qui n'ont pas de matériel médical, où le personnel, comme on l'a dit tout à l'heure, est obligé d'aller en grève pour demander voilà, le paiement, pour exiger le paiement de leur salaire. Je voulais comprendre avec vous, lorsque les médecins, par exemple, se retrouvent dans un tel état, un médecin qui n'a pas son salaire, qui n'a pas le matériel médical, ben, qui travaille dans des conditions telles que vous venez de les décrire, quelles pourraient être les conséquences, en fait, pour les patients? Écoute, nous sommes dans un pays où, quand on meurt, aucune autopsie n'est faite. Je suis dans le système. Ils viennent où? Ils viennent dans le pays américain. Prenons un exemple. J'étais dans le système de Denis Sassou Nguesso. J'étais bien dans ce système. Quand vous dites que vous étiez dans le système, c'est-à-dire, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai côtoyé un peu Sassou Nguesso et son système. Quand je le dis, bon, on ne voulait pas parler d'ethnie, pas dans le système où je pouvais me dire, voilà, écoutez, écoute, je suis dans le système, j'arrive au Congo, je profite des gens qui sont au pouvoir, je suis bien logé, j'ai une voiture. Bon. Donc, je me dis non, c'est des gens qui sont égoïstes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à créer un bien-être chez eux. J'arrive chez eux, ils ont un confort, disons ça. Il y a un confort. Et quand vous sortez de chez eux, à gauche, vous avez la poubelle. À gauche, vous avez la poubelle. À l'autre, vous avez la poubelle. En face, vous avez la poubelle. Il te met un petit, comment il appelle, d'alerte devant chez lui. Il a ses véhicules. Il vit avec son courant. Il a, comme on appelle, son forage. Il a son luxe. Mais je ne peux pas accepter que moi, j'ai à manger et mon voisin n'ait pas à manger. Je suis en France. Si je peux m'acheter un champagne à 100 euros, ceux qui n'ont pas de moyens peuvent avoir un champagne à 15 euros. Un champagne à 15 euros. Donc, selon ton niveau de vie, tu as accès à ce que tu veux. Au Congo, non.
Au Congo, nous n'avons plus En la fait, classe moyenne. vous êtes en train de nous dire que le régime, ça soit en fait les membres de ce régime, c'est des gens, bon, comme on l'a toujours dit, l'homme n'est pas fait seulement de raisonnement. Il n'y a pas que le raisonnement, il y a aussi l'affect, c'est-à-dire cette possibilité de comprendre l'autre, de se projeter sur l'autre. Quand il est dans le malheur, dans la joie, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on ressente aussi ce sentiment, par exemple, pour avoir de la sympathie pour les autres, donc l'affect. Et ça manque à ces gens-là. C'est-à-dire pour eux, c'est eux qui existent, et, ou c'est lui ou c'est personne. C'est-à-dire, lui, il peut être là, tout riche, manger comme vous avez dit, rouler carrosse, avoir des villas, des plus belles femmes du monde. Bon, à côté, on regarde, évidemment, vous avez raison, parce que lorsqu'on regarde la construction ou les constructions à Brazzaville, vous avez parfois des bâtiments R+2, bien construits, des villas, mais juste au sortir de la parcelle, vous avez à côté une case, c'est une maman ou un papa qui souffre. Et monsieur passe tout le temps, cela ne lui dit absolument rien. Et vous estimez que c'est inhumain à la rigueur. J'aime bien illustrer, comment dirais-je, ce que je dis par des exemples. Allons-y. Je suis le fils de Monsieur de Couscasson. Mon grand-père, l'ami Panzou, je ne sais pas d'où il vient. Ça a été un esclave qui est arrivé dans la contrée de Dima Moutela. Je ne connais même pas les origines de mon grand-père. Vous voyez à quel point où mon père ne me l'a jamais dit d'où vient son père. Ce monsieur n'a aucun lien avec la terre Moutela. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Dès que les femmes avaient 12 ans, 13 ans, il y avait des formes postérieures, voilà. Il violait ces filles-là. Violait, violait, n'ayant pas de lien sanguin. Pour rebondir sur Sassou Nguesso n'a pas des origines congolaises. Il a des origines béninoises. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des Congolais? D'autant plus que c'est un esclave adopté par ce que tu connais, qui a le pouvoir. Il n'a aucun lien avec l'ethnie que nous ne voulons pas citer. Mais ça ne peut pas avoir un affect avec cette ethnie-là. Moi, que vous voyez là, je suis un peu le vilain canard qui vient dénoncer un peu ce qui se passe dans le milieu médical. Je sors de ce lot là où je vais, non, non, je ne suis pas d'accord. Le professeur Jean-Ray Ibarra pourra venir, vous pourrez l'inviter, il a le droit de répondre comme on le dit. Le professeur de Nefem Moukasake, mon ami, va me suivre, il pourra me répondre. Moi, je vais les citer ceux-là, puisqu'ils sont dans le système. Bon, vous parliez des évacuations sanitaires, venons-en. L'hôpital américain. Une nuitée, ça vous coûte combien, M. Christian? Voilà. C'est entre 10 000 francs CFA et 30 000 francs, 10 000 francs euros et 30 000 francs euros. Vous le disiez vous-même, l'argent vient d'où pour que ces gens soient évacués? Je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes cadets qui venait de mourir, Maître Tiga. Je ne sais pas de quoi il est décédé. Évacué sanitairement, c'est un notaire que je connais, évacuation sanitaire Brazzaville, Paris. Je ne suis pas au courant de cette affaire-là. Je l'apprends que quand il a été enterré, que Maître Atiga a été évacué par un avion médicalisé. Ça coûte combien aux Congolais? On va dire près de 100 millions de francs CFA. Il arrive, il est hospitalisé où? À Cochin. Qui paye? Mais c'est le contribuable congolais qui paye. La nuitée te coûte combien dans un service de réanimation? Elle te coûte à peu près entre 5 000 euros, 10 000 euros par jour. Mais l'argent vient d'où? L'argent vient du peuple congolais. Je vous prends un exemple. Je m'excusais de ma grande sœur Honorée, qui est la cousine de Ngondo.
Albert Ngondo, qui est le trésorier payeur à Brazzaville. C'est quand je vous disais que j'étais dans le système, parce que c'est pour moi une grande sœur. J'arrive à Brazzaville, j'ai atterri à Brazzaville, donc j'ai quitté la France, j'ai atterri à Brazzaville. On me dit qu'elle est hospitalisée au CHU. Je vais directement au CHU sans même passer par mon hôtel. J'arrive en réanimation, on me dit, vous n'avez pas d'autorisation de voir. Je brandis ma carte de médecin, je rentre la voir, elle est dans le coma. Elle est traitée de quoi? Au coma, on diagnostique une embolie pulmonaire. Ngondo met les moyens en jeu pour sa cousine, traitement à l'hôpital américain. Entre-temps, nous disons qu'elle ne va pas survivre. Je finis mes 10 jours de vacances, je rentre, je vais la voir à l'hôtel américain. La nuitée est à 20 000 euros par jour. Je viens à l'hôpital américain, le diagnostic c'est quoi? C'est un abcès hépatique. L'embolie pulmonaire d'un abcès hépatique, il n'y a même pas de diagnostic différentiel. On ne peut pas suspecter quelqu'un qui a une embolie pulmonaire et avoir un abcès du foie. Bon, venons-en. Cette femme-là est miraculée. Il n'est jamais plus reparti au Congo sauf quand il y a des décès. Il est en France, il est, comme on appelle ça, cajolé par le système politique. Je sors un peu de mes gants. Je dis, écoute, ce système-là, c'est un système que j'apprécie pas. Où j'arrive chez elle, on pouvait être à table le midi à 20h. Nous avions un cuisinier qui nous amène de la nourriture. Je pouvais bien porter ce système-là. J'ai dit non, je vais critiquer ce système. J'ai été, j'en sors et je viens déballer le système. Ils me disent que voilà, c'est un traître. Je ne suis pas un traître. Je n'ai jamais pris un seul euro du contribuable congolais. Je n'ai jamais reçu de l'argent du contribuable congolais. Je dis, écoutez, nous devons tous profiter de ce pays-là. Pourquoi certains en bénéficient, d'autres n'en bénéficient pas? Pourquoi moi, qui suis né à Lodima, où j'ai vu qu'on appelle ça, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Béninois venir apprendre la culture du cacao à Lodima. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur du cacao, dont nous étions le premier à l'époque. Et le Ghana est le deuxième, et le Brésil est le troisième. Nous étions les premiers, monsieur Christian Pera, sachant que c'est Pascal, pendant qu'il sort en prison, envoyé par ce même façon que ce qui a fait le tuer dans la région de la Sangha et de la Likwala, qui va apprendre à la population de la Likwala la culture du cacao. Actuellement, le Congo est tenté de rattraper certains pays qui sont producteurs de cacao. Je ne vous en dirai pas, au niveau du Nord, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas une terre facile comme chez nous dans la Bouézée de Niari. Nous avons des terres faciles, nous avons vu nos parents, nos mamans faire de l'arachide, du manioc, parfois abandonner les terres pendant 3 ans pour que, sans avoir besoin d'apporter des engrais à la terre. Je peux vous dire que nous connaissons ce pays. Revenons-en sur la question que vous me posez sur la santé au Congo. Monsieur Pera, je peux vous dire, c'est une volonté que Sassou Nguesso a pour exterminer non seulement la population du Sud, même chez eux également, ils ont le même problème. Au Congo, tu meurs du poison, l'autopsie n'est pas faite. Tu meurs d'une maladie, on ne sait jamais de quelle maladie la personne décède. Donc même Madame Wabi n'avait jamais été autopsié. Le colonel Koukambemba, qui était à l'époque ministre de la Santé, nous a dit, il reçoit le corps de Madame Wabi criblé de balles, avec, comment dirais-je, une tenue bien propre. habillé, Oui, malheureusement. une tenue bien propre. Bon, vous savez, quand on vous coupe la carotide, nous avons 6 litres de sang dans le corps. En 30 minutes, vous êtes vidé. Donc, vous n'avez plus du sang dans le corps. Vous devenez propre, puisque le sang est sorti. Pour vous dire que c'est une volonté politique. Jean-Rosaire Ibarra-Montan, Donatien Mkassa-Montan, j'aimerais bien qu'ils nous viennent nous expliquer pourquoi Jean-Rosaire
incapable de relever le défi de Sassou Nguesso, la santé pour tout le monde et tout ça là. D'autant plus que, faut vous dire que Rosa n'a pas de budget. Aujourd'hui, aucun ministère n'a rien de budget. C'est Bouya, de son propre gré, qui vient vous penser à vous, vous donner quelques miettes et tout ça là. Donc, tu ne peux pas construire un projet si tu es ministre sans un budget. Il te faut un budget pour avoir, comment dirais-je, un projet pour Oui, faire mais avancer. ça veut dire quoi concrètement, docteur? Parce que nous avons évidemment suivi hein, un de ces hommes, les hommes de Sassou, il faut les appeler comme ça, qu'on appelle faussement ministre, qui disait que eux, ils n'ont pas de vision. C'est Ibombo qu'on l'appelle, je crois. Il a même été débarqué là, qui disait qu'ils n'ont pas de vision. Et donc, lorsque vous parlez de Rosaire Ibarra, après, je me pose la question de savoir ces Congolais, cette élite, parce il faut les appeler comme ça, c'est l'élite congolaise, c'est des gens qui ont quand même étudié, c'est des docteurs, c'est des gens qui sont vraiment diplômés, c'est des intellectuels, mais quand ils arrivent au Congo, quand ils intègrent le système, comme vous êtes en train de le dire, apparemment, ils ont des instructions telles qu'il ne faut rien faire pour le Congo. Tout à l'heure, je vous rappelais les évacuations sanitaires à l'étranger de ces dignitaires, des dignitaires de ce pouvoir. Ces évacuations font plus de 2 milliards par année. Vous venez de nous donner quelques éléments d'appréciation sur certaines évacuations. Vous parlez par exemple d'une nuit, par exemple une nuitée à l'hôpital américain, vous avez dit 20 000 euros. Or, 20 000 euros, lorsqu'on convertit en CFA, nous sommes autour de 13 120 000. 13 120 000 pour une journée. Donc, si cette personne passe 10 jours là-bas, le Congo va dépenser quelque chose de 131 millions. 131 millions. Le Congo peine à mettre en place comme on appellerait ça, une assurance maladie universelle, le CAMU au Congo, qui en fait ne demande que 27 milliards de francs CFA. 27 milliards de francs CFA par année, on assurerait normalement voilà, une assurance maladie universelle aux Congolais. Et là, on comprend très bien que finalement, comme vous étiez en train de le dire, c'est des gens qui sont nommés à ces postes avec pour mission de ne rien faire pour les Congolais. Laisser mourir les Congolais, en réalité. C'est ce que j'ai cru comprendre. On a des choix dans la vie, monsieur Perrin. On a des choix. Nous autres, là, nous avons des propositions. Soit vous acceptez d'aller dans le système, soit vous le refusez. Mais comment tout ce monde-là peut s'aligner dans le système comme ça? Mais j'arrive, monsieur Perrin. Je suis en vacances au Congo en 2002. J'ai ma sœur qui a une relation amoureuse avec le professeur Bouya, qui est d'une promotion de l'INSA, que moi, j'ai pas connue. J'arrive à Montpellier, on me dit que Bouya a fait l'urologie à l'université de Montpellier. Bon, moi, je suis également de Montpellier. Ma soeur me fait rechercher en 2002. Voilà, faut venir rapidement rencontrer quelqu'un que je connaissais pas, Bouya. Bon, il me dit voilà, c'est le docteur Bouya, il n'était pas encore professeur. Moi, je connais pas Bouya. Il me propose d'être médecin de Denis Sassou Nguesso. Donc, de quitter mon poste, j'étais assistant à Vidéoire pour être médecin de Sassou Nguesso. Je dis à Bouya, il n'est pas question, j'ai 3 enfants, moi. Je vais quitter la France, mais qui va élever mes enfants? Je dis niet. Non, je ne peux pas laisser mes enfants au Congo, sachant que j'aurai quel salaire et on te donnera des petits bouts de salaire en train de courir derrière Sassou Nguesso. Lui-même, Bouya n'a pas la maîtrise de son art. C'est maintenant peut-être qu'il arrive un peu à opérer les adénomes de la prostate. Je ne citerai pas mes collègues qui l'ont appris ça, qui étaient des généralistes. Quand ils rentrent, en tant que spécialiste en neurologie, ils ne connaissent rien faire. C'est des jeunes généralistes qui ont appris à opérer, qui l'apprennent à opérer la prostate et la vessie. C'est sa spécialité. C'est juste pour te dire que nous avons des choix. Sassou Nguesso ne nous met pas le pistolet à la tempe. Soit vous rentrez, je vous prendrai l'exemple de Félix Bankunda,
Félix Makounda, que vous avez l'habitude d'interroger. Il a enseigné à l'université Mariam Wabi. Il fait un choix. Il était on appelait ça la maîtrise. Il était en première année de maîtrise. Makounda enseignait en première année de la faculté de droit sous Makonzi Olo, qui était le doyen de la faculté de droit. Bon, c'est des choses que je peux, puisque je l'ai vécu. Félix Makonzi Olo, c'était vraiment un tiré de l'élite. Il souhaitait sur tous ses étudiants, moyennant le passage en deuxième, troisième année. Mais Félix est catégorique, il dit non. Il n'est pas question, c'est moi qui assure le cours, c'est moi qui, comme on les corrige, c'est moi et son frère qui allons déposer les sujets. Il devait avoir deux sujets qu'on tirait au hasard. Si nous étions des brigands, on pouvait se faire de l'argent. Puisque nous avions des sujets, on se disait, écoutez, on fait la photocopie, on vend. On dit non, on va salir la réputation de notre grand frère qui est professeur. Nous allons déposer des sujets, il nous faisait confiance, moi et son frère, le docteur Moupélé. Olo vient voir Félix qui habitait, si je me rappelle bien, vers Makelekele. Oui, voilà, il va falloir que vous donniez des points à Félix. Félix dit non, non, il n'est pas question. Il a appelé M. Makonolo, Monsieur Makonolo. Jamais il s'est familiarisé avec ces choses-là. Il avait mis un mur, non? Comment, le maire de Brazzaville au Cabando, qui a été l'étudiant de Félix, qui passait toujours en juin, a redoublé une année, je ne sais pas laquelle année, quand il a passé sa licence en droit. Félix, on lui envoie des gars de corps au Cabando pour qu'il puisse lui donner les deux sujets qu'il avait composés. Il dit niet, il doit passer comme les autres les épreuves écrites et orales. Bon, on avait peur pour sa vie, on s'est dit voilà, on va l'éliminer. Il dit non, mais je suis dans la bonne direction. Au Cabando est mon étudiant, il doit fournir des efforts chez chaque étudiant. S'il veut apprendre le droit, je suis là pour venir lui expliquer le droit. Donc, on apprenait ça, mais ce qui est pédagogique. Voilà, de ce côté-là, très ferme. Mais non, tu dois mériter la note par rapport à tes efforts fournis. Sinon, non, tu reprends la classe. Pour te donner ce genre d'exemple où je te dirais que nous avions eu au Congo, je ne les citerai pas, des médecins que nous avons au Congo, sur l'air Itoa d'Amporo, qui n'ont même pas la maîtrise de leur art. Ils peuvent même pas te prescrire une ordonnance. Pour ne pas citer leur nom, et ils se reconnaîtront eux-mêmes. Alors, vous Voilà. parlez souvent de ces lits de psychiatrie qui n'existeraient pas au Congo, pas non plus au CHU, qui est d'ailleurs le plus grand centre hospitalier du Congo. C'est le centre universitaire, voilà, de Brazzaville. C'est quoi ce genre de lit? Ils sont comment et quelles sont les fonctions de ce lit? Ce qui, peut-être on va comprendre pourquoi est-ce que ça n'existe pas au Congo. Mais non, mais écoutez, la psychiatrie, c'est sans ça, monsieur Ferrand. Nous n'avons pas un plateau technique qui est difficile en psychiatrie. C'est des lits bananes. Ben, je dirais que un lit en fer, avec un matelas, avec des draps. Nous n'avons pas de problème d'escale. Nos patients ne sont pas des patients qui sont gravataires. C'est des gens qui ont leur mobilité, tout ça là. Bon. Ce que nous avons besoin, c'est que nous avons besoin des médicaments, on a besoin des lits. Quand nous ne pouvons pas euh, les stabiliser avec des médicaments, nous avons la sismothérapie, ce qu'on appelle l'électroconvulsothérapie, on vous met, comment dirais-je, des ondes, on vous envoie de l'énergie au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle la sismothérapie. Nous avons d'autres méthodes que nous pouvons, voilà, nous avons des Oui, mais protocoles qui qu'est-ce sont... qui peut expliquer que finalement, au CHU, qu'il n'y ait pas ces lits-là? Ben, mais déjà, le chef de service, il doit demander ses besoins. Mais tous, ils sont quoi? Ils sont tous dans un système au Congo, pour être nommé chef de service, fait formation. Il faut rentrer dans la loge pharmaceutique.
Si tu n'es pas dans cette loge, tu peux pas avoir accès, comme on appelle ça, à un poste. Il faut Ou rentrer peut-être dedans. c'est une, comme je l'ai toujours appelé, bon, enfin, ça doit être une organisation secrète qui se, en fait, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit la franc-maçonnerie, parce que si c'est la franc-maçonnerie, ça se passerait pareil à Paris ou en France, parce qu'en France aussi, il y a la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui peut expliquer que la franc-maçonnerie du Congo, sous prétexte que c'est une loge maçonnique, se comporte tel que nous sommes en train de le dire, de découvrir ce qui se passe au Congo? Monsieur Perrin, Oui. moi j'ai des amis francs-maçons. Même moi-même, j'ai été proposé franc-maçon ici en France. J'ai des amis qui se cachent pas. Au Congo, on se cache quand on est franc-maçon. Pourquoi on se cache? Pourquoi on se cache? Je ne comprends pas. Mais la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est un groupement de gens qui veulent avoir le pouvoir pour essayer de mener, comment dirais-je, une politique au niveau. Enfin, ils donnent un peu, comment on appelle, comment dirais-je, une idée pour faire passer leurs ambitions politiques. Au Congo, c'est pas la même chose. On est franc-maçon, on se cache. Pourquoi on se cache? Moi, j'ai des amis. Maître Badinga, il est franc-maçon. Seda est franc-maçon. Et j'ai des amis. Voilà, ils se disent, voici franc-maçon. Pourquoi se cacher? Pourquoi au Congo, on doit se cacher dans la loge franc-maçonnique de je sais pas, de Sassou Nguesso de Okemba? Pourquoi se cacher? On devait être fiers, d'autant plus que on vient pour mener une politique donnée pour faire évoluer le Congo. D'autant plus que le Congo n'évolue pas, nous faisons évoluer. Ouais. Comment se fait-il qu'un pays où vous disiez que nous sommes que 6 millions, nous avions des richesses, le pétrole, le gaz, les terres, les forêts, le bois, on a tout pour être riche. Quelqu'un disait même que, en faisant des statistiques, un Congolais pouvait toucher à peu près environ entre 2 000 et 3 000 euros par mois, un Congolais, vu un peu nos richesses au niveau du Congo. Je, je vous apprends que quand on est médecin au Congo, ton salaire n'atteint même pas 200 000 francs. J'ai été fonctionnaire. J'ai été Comment ça? fonctionnaire. Même pas Pardon? 200 000 francs CFA. Même pas 200 000 francs. Moins de 300 euros. Je touchais même pas 200 000 euros. J'étais fonctionnaire à l'hôpital de référence de Lévis. Je rentre à de Lévis pour exercer mes droits de fonctionnaire. Mon frère Jean-Paul, maire de premier arrondissement de Lévis, Yabango, qui est le directeur de la santé de Niari, ami de mon frère, je le vois, je me dis, écoutez, je voulais exercer à l'hôpital de référence de Lévis. Les choses sont calées, mon frère m'appelle, tout est bon. Moi, j'arrive à Lévis, je suis affecté à Makabana. Makabana, c'est une petite case abandonnée avec des moutons, des cabris qui sont là. Le centre, voilà, l'hôpital de référence de Makabana n'existe pratiquement pas. Remplacé par aucun matériel, vous n'avez même pas de lit, pas de bureau, rien. Comment peux-je aller travailler à Makabana, sachant que je n'ai même pas un bureau, je n'ai même pas une chaise? Je me fâche quand mon frère, je dis, mais écoutez, si tu voulais pas que j'aille, que je sois affecté par Yabango à Delis, tu m'aurais quand même me le dire. Sachant que quand mon frère venait à Paris, le ministre Gando, qui est l'oncle de mon ex-épouse, venait chez moi manger, je vais le voir. Il me fait une note pour m'affecter à l'hôpital comment dirais-je, de référence de Lévis. Voilà comment je mène mes démarches pour être fonctionnaire. Je rentre en 2000, je suis fonctionnaire en 2008. Je rentre au Congo en 2012-2013 pour pouvoir occuper mon poste. J'arrive à l'hôpital de référence. J'ai pas de service de psychiatrie. Le directeur de l'hôpital de référence de Lévis, qui est un ami à l'époque, monsieur, ben, j'ai oublié son nom, c'est un ami, bon, j'ai oublié son nom, me dit, écoute, de Kous, nous n'avons pas de service de psychiatrie. On n'a pas besoin de toi, repars en France. Ton salaire passera, et bon,
Je rentre en France, mon salaire passe tranquillement, j'ai près de 12 millions, j'arrive au trésor de Bolivie, j'avais près de 12 ou 14 millions. Le fondé 1 me demande de laisser 40% avec la complicité de mon frère et de mon ami Mogo Pélé. Je dis, je laisse rien. C'est l'argent du trésor public. Soit vous me donnez rien, soit ça repart. Mon ami qui connaissait le trésor public, je lui dis, écoute, je suis dans un système compliqué. Mogo Pélé veut me rincer, mon frère veut me rincer. Ils veulent que je laisse 40%. Je sais qu'ils sont dans des combines, ils rentrent dans le bureau sans moi. Je comprends le système. Il me dit, appelle le trésor payeur du trésor de Delis, je vais le voir, je lui en parle, il se fâche. Ce jeune médecin rentre, il a fait 12, 14 millions, vous le lui donnez, monsieur le fondé. Voilà. On me file mes papiers, je prends mes 12, 14 millions, je mets dans ma poche. Mon frère n'est pas au courant, mon ami n'est pas au courant, je donne 100 000 francs à la caissière. Je prends mon vol, je vais à Pointe-Noire, je ouvre mon compte à la LCB, je laisse mes, comme on appelle, près de 10 millions dans un compte, j'achète mes 5 parcelles à Bolivie, je donne la responsabilité au responsable de la banque où je ouvre mon compte. Mon frère et mon ami sont au courant, du coup ça peut occuper ses sous, ils se retrouvent à Pointe-Noire. Comment peut-on accepter ce genre de système au Congo? Où l'argent, comment dirais-je, du trésor qui m'appartenait et le fondé 1 veut mettre la main sur 40% de mon salaire. Mais super, donnez-moi des explications. J'aimerais bien que M. Ibarra puisse nous donner des explications sur ce genre de situation. Merci, docteur Jean-Didier Adécous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Malheureusement, le temps est assez avancé. Mais pour les patients qui souffriraient, évidemment, qui ont des problèmes psychiatriques, comment font-ils au Congo et quoi que devraient ou que doivent-ils faire? Et moi, j'en suis certain. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. J'ai une patiente que je suis qui est sous Clopixol AP, action prolongée. Nous n'avons pas de Clopixol au Congo. Donc, je suis obligé d'acheter ça de ma propre poche et envoyer à ma patiente puisque elle a son injection tous les 28 jours de mois. Donc, et J28, là, je l'ai pu acheter une dizaine d'ampoules que qu'on va remettre à son frère et son frère va faire évacuer ça à Brazzaville. J'ai des patients, par exemple, que le professeur Manga qui suit, qui sont sous clozapine. La clozapine, c'est un antipsychotique dont on trouve pas dans la pharmacie du Congo. J'achète de ma poche, j'envoie au professeur Manga pour ses patients. Nous retrouvons quelques antipsychotiques comme le Mais risperidone. qu'est-ce qui peut expliquer que les pharmacies au Congo n'aient pas ce produit-là alors qu'il y a des patients qui souffrent de ces Ben, mais problèmes? il faut qu'il y ait une autorisation au niveau de la personne qui gère les pharmacies au Congo. D'autant plus que pour avoir une officine au Congo, les pharmaciens sont bien organisés par rapport aux médecins où nous ne sommes pas organisés. L'ordre de médecins au Congo ne fonctionne pas du tout. Mais est-ce que Dans c'est le pour dire qu'il président n'y a pas M. assez, il y a pas assez de patients? Ah si, nous avons le même pourcentage des patients psychiatriques. Moi, j'en suis plusieurs là. Je suis régulièrement sollicité, je fais la téléconsultation. J'ai au moins 5 patients par jour que je suis par la Oui, téléconsultation. mais la téléconsultation, ça c'est pour ceux qui ont vraiment les moyens, j'imagine un peu. Nous parlons quand même de la République du Congo où 70% de la population est dans une précarité absolue, très pauvre. J'imagine quelqu'un qui vit avec moins de 500 francs CFA par jour va avoir la possibilité de faire une consultation, une téléconsultation. Ce n'est pas possible. Est-ce que sur Dans place, il ma n'y a famille, pas quelque part où les gens peuvent, par exemple, se confier pour ceux qui ont évidemment ces problèmes-là psychiatriques? dans ma famille, j'ai pas mal de personnes qui souffrent de la schizophrénie, des troubles bipolaires.
dont je suis le médecin référent. J'ai mon neveu qui sera probablement hospitalisé à la clinique médico-chirurgicale de Ngoyo qui nous a réservé 15 lits de psychiatrie adultes infanto-juvéniles, dont certains patients quitteront Brazzaville, quitteront Ouando, quitteront, que dirais-je, Ouesso, Kaï-Medima, pourront être suivis au niveau de la clinique avec le docteur de course en faisant la téléconsultation, le docteur Mathé Lemo, qui est psychiatre, s'il veut hospitaliser ses patients. Nous leur offrons donc un suivi en intra-hospitalier et un suivi également en ambulatoire. Il suffit d'avoir le WhatsApp pour se connecter. Vous mettez votre vidéo. Ben là, on est tenté d'échanger avec un ordinateur, avec un téléphone. Quand on est à Pointe-Noire, donc, il bon d'entre vous parler, qui nous disait qu'il n'a pas de vision. J'ai cru entendre, il aurait dit un jour, voilà, le docteur de course pourrait nous dire que nous avons la 5G. Ibombo, il disait qu'il n'a aucune vision, qu'il venait de débarquer par Sassou Nguesso il n'y a pas très longtemps. Merci, J'ai oublié de docteur dire, Jean-Didier Descousses. Je vais vous laisser le peu de temps qui nous reste pour conclure par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur ce que nous avons échangé, la situation, notamment le système de santé du Congo-Brazzaville qui est totalement délabré, il faut le dire, et nous apprenons d'ailleurs d'autres pratiques que vous nous avez expliquées tout à l'heure. Vous pouvez être ailleurs et puis bon, le salaire passe, ou lorsque vous voulez prendre votre salaire, on vous dit de laisser à 40% de votre salaire, on imagine un peu, mais on est dans un monde où finalement la morale n'existe plus, la logique n'existe plus, ben, tout est à l'envers, on ne vous me donnez comprend la chance. plus rien du tout ce qui se passe. Un malade qui arrive à Écoutez, vous me donnez, l'hôpital, on lui tend d'abord la main, il doit payer avant même qu'il ne soit consulter, il doit payer. Et au Congo, c'est un système où le patient supporte le coût de ses soins et il doit payer comptant. C'est très difficile. Monsieur Perrin, je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes amies, son neveu fait une péritonite, hospitalisé à l'hôpital des armées de Brazzaville, l'hôpital militaire de Brazzaville, dont Mobengo est nommé comme l'hôpital des armées de Brazzaville. Une péritonite, il faut le refroidir avec des antibiotiques, avec des antifongiques et tout ça. Il fallait qu'il ait, comment dirais-je, du sang pour le transfuser. On n'arrive pas à trouver du sang. J'ai une collègue à moi qui gérait le centre de transfusion de Brazzaville. Ben, il fallait passer par elle pour trouver du sang. Le docteur Olivier, j'étais obligé de lui demander de réagir. J'appelle le colonel qui me fait une ordonnance, une feuille de papier avec des traits. J'ai encore l'exemple de l'ordonnance. Je dis, voilà, dans quel pays on est. Même un ordonnancier, on est incapable d'avoir un ordonnancier avec l'entête du médecin de l'hôpital où il exerce. C'est des choses qui sont quand même banales. Il suffit d'avoir un ordinateur, avoir du papier, et voilà, vous demandez à un imprimeur de vous sortir ça, ça coûte pratiquement rien. Au Congo, même ce genre de choses, on n'en a pas. Je vais à Brazzaville, je suis en vacances, je vais voir mon cousin qui reçoit sa nièce, donc la nièce et sa femme, hyperthermie 40 degrés. Heureusement pour lui, je suis au Congo, mon téléphone est ouvert. Je suis véhiculé, il m'appelle à 2 heures du matin. Je vais prendre l'enfant, on arrive au CHU, on commence à nous mettre des barres. Je dis non, je suis médecin, j'ai été de l'INSA, vous devez, c'est un enfant qui a une fièvre, il faut l'hospitaliser, il faut baisser la température avant de commencer à nous parler de l'argent.
Je me présente, docteur de Gousse, psychiatre des hôpitaux, l'interne a peur. Je connais un peu le CHU, les mécanismes du CHU. Je sauve la vie à cet enfant-là. Mon cousin dit, mais si tu étais là, qu'est-ce qu'on aurait fait? L'enfant serait mort. Donc, la chance fait que je me retrouve au Congo. Cet enfant-là bénéficie de mes relations et de mes connaissances au niveau du CHU. Cet enfant-là serait mort. Et qu'est-ce qu'on aurait dit? Que voilà, c'est mon cousin qui l'a bouffé. Voilà. Et voilà un peu dans quel système on est au Congo. Si Jean Rosaire veut redresser les hôpitaux du Congo, qu'on lui donne un budget, il le fera. Il y a assez d'argent pour pouvoir redresser les hôpitaux du Congo. Nous avons assez d'argent. Je vous prendrai un exemple d'un de mes amis qui attend pour aller acheter des fourrages pour le fils de Sassou. Il attend à peu près environ, je teste son nom, 300 millions de francs CFA. Du fourrage en Chine, du matériel médical, au Minga, qui est passé par Montpellier, que moi je n'ai pas connu, n'a jamais fini ses études à Montpellier. Aujourd'hui, c'est le directeur de qu'on appelle ça, de la CNPC, qui est incapable de nous produire ni du gasoil ni de l'essence. Là, je vous parle aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de gasoil. Donc, même quand tu as ton moteur, tu peux pas allumer ton moteur parce que tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de gasoil. Comment expliquer dans un pays où nous avons le pétrole, on est incapable de transformer notre pétrole brut en gazole, en pétrole ou en essence? Allez y comprendre, nous devons aller au Cabinda pour aller chercher le pétrole et le gazole. Monsieur Perrin, c'est une volonté politique. Quand on a la volonté politique, on arrive à enchaîner les choses. Sassou Nguesso est en fin de régime. Qu'est-ce qu'il a encore à faire au Congo? Il peut rien apporter au Congo. Il ne peut que multiplier des dégâts de telle sorte que ils savent qu'ils partiront bientôt. Ils sont en train de voler le rôle compensateur est mis en marche. N'attendant rien du pouvoir de Sassou Nguesso, il faut le dégager pour que les gens cortiqués, les gens qui aiment ce pays-là, aillent prendre le pouvoir et mettre le pays dans une bonne voie pour le développement de notre pays. Et nous tous là, nous serons contents d'aller participer dans ce pays-là. Je suis, moi, disponible d'aller apporter ma pierre au niveau de mon pays, que j'ai bénéficié de la bourse depuis mon obtention de mon baccalauréat jusqu'à la fin de mes études. Quand j'ai quitté le Congo en 82, j'étais boursier du Congo. Pourquoi pourrais-je pas aller donner du temps pour mon pays pour former des jeunes psychiatres? Monsieur Perrin, je reste ouvert. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Nous devons tous œuvrer pour que ce pays-là puisse aller vers le. Merci, docteur Jean-Didier Descous-Montou. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre des hôpitaux de France, Navarre, oui, c'est ça, en Belgique, Suisse, Luxembourg et du Congo-Brazzaville. Ça a été un grand plaisir de vous avoir eu sur notre plateau pour, évidemment, nous parler de la réalité du système de santé au Congo-Brazzaville qui, en réalité, c'est ce que j'ai compris, c'est une volonté politique de ne pas donner des soins adéquats aux Congolais. Bon, après la suite, chacun peut réfléchir, peut tirer ses conclusions, parce que ce n'est pas l'argent non plus qui manque au Congo. Le Congo, c'est un pays très riche, immensément riche. Donc, Immensément oui, monsieur Perrin. Nous œuvrons tous pour que ce pays-là puisse basculer dans le bon côté. Aujourd'hui, je préfère être du côté du peuple qui souffre que d'être du côté de ceux qui profitent de ce système. Le Congo avancera si c'est pas nous. Le Congo avancera avec nos enfants ou nos petits-enfants. Ce système sera balayé un jour. Soyons fiers de nous. Soyez fiers de vous, Monsieur Perrin. Vous êtes du bon côté, comme moi. Voilà. merci, docteur. Et on se dit donc à très bientôt, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Voilà, faites des petits gestes d'encouragement. Cliquez sur le petit pouce en l'air. Partagez cette émission et dites-nous en commentaire vos opinions. Cela nous fera énormément plaisir. À très bientôt.
Merci. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, monsieur Christian.